Alors pourquoi la curiosité ? Parce qu'on ne crée pas à partir de rien, c'est tout. Si vous imaginez les arbres, les fleurs, ils ont tous des racines. Ils ont tous des racines dans la terre. Et pourtant, ils sont extraordinairement différents. Ils ont des formes différentes, des couleurs différentes. Et la terre, c'est justement la curiosité. Voire un terme qui n'est pas, j'allais dire, il ne faut pas le voir de façon négative, la culture, mais pas de façon pompeuse. Et quand vous prenez les grands créateurs, alors je vais en prendre un tout de suite, il y a son exposition jusqu'au 9 au Grand Palais, il faut absolument aller le voir, Virgil Abloh. C'est un architecte, il adorait l'art, il adorait le hip-hop, il adorait le design, il lisait Barthes, etc. Et tout ça se nourrit. Mais vous retrouvez ça dans tous les créateurs, parce que la mode, c'est à la fois, j'allais dire, quelque chose d'assez extraordinaire qui sent l'air du temps, qui sent les changements de la société, mais aussi qui s'adapte aux personnalités. Donc, quelque part, il faut se nourrir. Et se nourrir, c'est pas pompeux, c'est avoir de la curiosité. Déjà, aller voir au-delà de ses habitudes. Il faut... Vous êtes dans un monde, par rapport au mien, je trouve, quand j'avais votre âge, où il y a un peu tendance avec les réseaux sociaux à n'écouter que ce qu'on aime, à voir que ce qu'on aime, à écouter des idées qui sont les nôtres. Au contraire, il faut que vous luttiez contre ça. Et il faut vous ouvrir. Et c'est passionnant. Et vous verrez combien ça vous enrichit. Oui, et c'est pas Sakina M'sa qui dira le contraire. Vous êtes d'accord avec cette idée de curiosité ? Ah mais moi je bois les paroles de Clarisse. D'abord je tenais à vous dire combien je suis heureuse d'être là avec vous, de voir vos têtes. Vous avez tous des bonnes têtes et en fait le futur c'est vous et c'est vous qui allez le construire dans cette liberté, mais aussi dans la curiosité dont on vient de parler. Moi je me sens un peu, en vous regardant, je suis un peu votre grande sœur en fait. Moi je viens des quartiers, je sais pas si vous venez des quartiers d'ailleurs, mais moi je viens des quartiers. Et quand j'ai commencé à faire de la mode, à la maison, il n'y avait pas un bouquin, il n'y avait pas un livre. Et tout simplement parce que mes parents n'avaient pas ça non plus. Ça faisait pas partie de la culture. Et en fait, j'arrivais des Comores et j'ai commencé à lire quand je venais d'arriver en France. Moi, j'ai appris à lire l'arabe, j'ai appris à écrire l'arabe. Et en fait, je ne savais pas écrire le français mais l'école était impressionnée de la manière avec laquelle j'allais très vite, alors que ça faisait même pas un an que j'étais en France. Et pourquoi ça ? Parce que en bas de chez moi, dans mon quartier, il y avait ce qu'on appelait le marché aux voleurs. Et le marché aux voleurs, c'est des gens qui venaient vendre des bouquins de Boris Vian. Enfin, moi, je connaissais pas ces gens-là. Boris Vian, Barthes, tu citais Barthes, Lautréamont, qui était le père du surréalisme. Et moi, je lisais. Je mettais les lettres comme ça pour essayer de comprendre et de lire, mais jusqu'à des textes très compliqués. Et en fait, c'est devenu un sport, une gymnastique. Et en fait, je me suis dit, moi je suis différente de vous, mais je suis une athlète. Et en tant qu'athlète, je m'entraînais tous les jours en lisant des bouquins que je ne connaissais pas. Et en fait, aujourd'hui, je fais de la mode. Et quand j'ai commencé à faire de la mode, tous ces gens qui m'ont nourri, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ces gens qui allaient continuer à me poursuivre et enrichir mon travail de créatrice de mode. Par exemple, une des premières collections que j'ai faites, c'était un hommage à Bertolt Brecht. Et Bertolt Brecht, quand on m'a demandé de faire un projet autour de lui, moi, je savais qui c'était. Mais je savais qui c'était, je l'ai pas appris à l'école, mais je l'ai appris à travers ces petits bouquins, etc. Là, je viens de présenter une dernière collection, et en fait, dans cette collection, je vais vous en parler parce que l'anecdote est intéressante. Moi, j'ai toujours fait de la couleur parce que je suis une optimiste. Et puis bon, moi, en Afrique, les femmes, elles portaient des vêtements avec de la couleur, même quand elles portaient des trucs sur la tête, c'est avec de la couleur, etc., etc. Donc cet optimisme que nous, qu'on a hérité, j'avais envie vraiment de faire en sorte qu'on la reconnaisse dans mes collections. Et en fait, j'ai commencé à travailler ma collection et pour la première fois, j'ai mis du noir. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai mis du noir, pourquoi ? Parce qu'un jour, je suis allée voir une exposition d'un gars qui s'appelle Soulage. Et en fait, Soulage, il parle de la lumière dans le noir. Et c'est ça qui est génial. Et puis enfin, en fait, la mode, c'est un art
totale en réalité, parce que quand on fait une collection, moi j'ai fait appel à un pote DJ. Je me rappelle quand je faisais des collections, je demandais à Claude MC Solar de me faire des petits morceaux, des playlists, et moi je l'écoutais dans mon atelier à Barbès à l'époque, et où je l'écoutais en dessinant mes collections, etc. Et tout ça, ça me nourrissait. Et je pense qu'effectivement cette culture-là, c'est une culture qui enfin, en tout cas, ma mode à moi, elle est née par la curiosité, par le fait aussi que finalement, elle est universelle en réalité. En fait, être curieux, et la culture, c'est universel. Il n'y a pas, tu viens de tel endroit, tu es de telle origine sociale, tu viens de telle culture, et c'est ça qui est formidable en fait. En même temps que vous parlez, j'ai mis des images de votre dernier défilé ici. Donc voilà, le public peut voir un petit peu ce que vous faites, effectivement du noir, mais de la couleur aussi. Clarisse Reid du défilé à mode, du point de vue de la filière, est-ce que cette curiosité, c'est ce qui permet à la mode française aussi de rester un peu à l'avant-garde ? Oui. Et est-ce qu'il en faut toujours plus du coup de curiosité ? Oui, je suis absolument convaincue. J'allais dire les racines. Alors des grandes maisons, alors évidemment elles ont l'air très loin, très très impressionnantes. Intouchables. Intouchables, oui, intouchables. Mais tous, j'allais dire enfin, ce qui est extraordinaire dans ce métier-là, c'est que du créateur à la personne qui conçoit, qui fabrique, ils sont tous imprégnés de culture. Ils sont tous, j'allais dire, ils ont tous vu des expos, ils écoutent de la musique. Il y a le hip-hop, bien sûr, qui est extrêmement important aujourd'hui. Et l'ancrage de la mode française et de son excellence, c'est effectivement cette curiosité. C'est pas simplement ChatGPT, l'IA, etc. On peut s'aider de l'IA, mais c'est fondamental parce que ça vous ouvre des horizons incroyables. J'allais dire des champs nouveaux que vous n'imaginiez pas. Puis ça vous fait aussi comprendre les transformations qui sont à l'œuvre, j'allais dire, dans la société, ou les transformations dont on a besoin. Je veux dire, ce sont les artistes, j'allais dire, qui sentent ça, qui se projettent dans le futur. Et quand même vous prenez tous les grands artistes qui aujourd'hui sont dans les musées, à leur époque, ils ont tous bouleversé, révolutionné leur art. Donc c'est ça qu'il faut avoir, et surtout, j'allais dire, n'ayez aucun tabou, n'ayez aucune idée préconçue. Au contraire, allez même vous frotter à des choses où a priori vous n'avez pas envie d'aller, parce que c'est ça qui nourrit. Vous ressortez toujours avec une idée, même si c'est pour être contre quelque chose, mais vous ressortez avec une idée. C'est toujours très très important. Oui, c'est ça, Sakina, un peu être curieux, c'est aussi parfois aller contre soi. C'est se dire, bah tiens, il y a une expo, mais non, j'ai pas du tout envie d'y aller, c'est pas mon délire. Bah, se dire, allez, j'y vais quand même, parce que peut-être que finalement, je vais voir le monde d'une manière un peu différente. C'est ça aussi ? Mais carrément, parce que c'est des passeurs en fait. Les artistes, c'est des passeurs. C'est aussi une énergie, c'est une émotion. C'est d'une puissance en fait qui nous dépasse en réalité. Par exemple, quand on fait de la mode, elle donnait Clarisse, et je la rejoins là-dessus, cet exemple du hip-hop. Est-ce que vous savez, enfin vous devez le savoir, j'en suis sûre, d'où vient le baggy ? Comment ça vient ? Enfin, le baggy, par exemple, moi... Le baggy, le pantalon large. Le pantalon. Par exemple, moi, dans ma collègue, enfin, je dirais pas que j'ai des baggy, mais des pantalons qui arrivaient un petit peu au bas des hanches. Et pourquoi on a fait ça ? Moi, je me suis toujours intéressée aux minorités. Je me suis toujours intéressée à ces personnes qui sont en prison, etc., etc. J'en ai fait un 52 minutes pour France 3. Et en fait, moi... je me suis posé cette question à travers comment ce phénomène de mode des pantalons que l'on porte qui arrivent au ras des fesses. Et en fait, c'est toute une histoire. Et c'est vachement intéressant. En fait, moi, je l'ai lu en étant curieuse, en allant dans un bouquin, parce que je me suis dit pourquoi ce phénomène est arrivé, pourquoi on montre le caleçon de plus en plus, etc., etc. En fait, ça vient des prisonniers américains. Quand on rentre en prison, on nous enlève la ceinture pour éviter de se suicider. Enfin bon, bref. Donc on récupère ce qu'on appelle dans les camps. Enfin, on récupère et tu le récupères après quand tu sors de prison. Et quand tu sors de prison, souvent
Ils prenaient pas la ceinture, je sais pas pourquoi. Et du coup, en fait, on se reconnaissait comme ça parce qu'on avait le pantalon qui tombait là. Et c'est comme ça que quand on revenait du quartier, on savait qu'on revenait de là. Et c'est devenu un phénomène du cool, de la coolitude. C'est devenu un phénomène aussi de gangstar, parce que tous les gangstars hip-hop qui portaient ces pantalons, ils ont faim. C'était la preuve d'un passage par la case prison. Ouais. Et on était respect. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des phénomènes de mode. Mais moi, en fait, je voulais pas être une suiviste, en fait. Je crois qu'on n'est pas des suivistes. À un moment donné, on a envie d'approfondir un peu plus. Je trouvais que c'était cool. Je comprenais. Moi, ça me plaisait. Mais en fait, je me suis dit, moi, en tant que créatrice, je vais aller chercher d'où ça vient. Et quand j'ai trouvé d'où ça vient, j'ai compris pourquoi 50 Cent, j'ai compris pourquoi Eminem, j'ai compris pourquoi il faisait ça. Et j'ai compris aussi pourquoi, je vais aller dans le old school, Mary J. Blige, toutes ces femmes qui se sont mis aussi à porter des pantalons un peu loose, etc., pour elles aussi montrer qu'elles avaient aussi de la puissance. Et moi, je trouve que la mode, elle raconte tout ça. Moi, dans cette collection, je vous raconterai tout à l'heure, si on a un peu de temps, comment on l'a travaillé et comment la culture et la curiosité que j'ai eue a fait ce qu'on voit là. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, la curiosité culturelle, on va l'appeler comme ça, c'est devenu un moteur dans votre vie, en fait. Dans votre vie, dans votre création. Aujourd'hui, c'est le moteur principal. Eh bien, complètement. Par exemple, vous allez voir, il y a un thème. On a le thème soulage, tout le thème noir. Et on a aussi le thème Mondrian. Vous connaissez Mondrian ? Voilà, Mondrian, il y a une robe célèbre d'un créateur, moi, que j'adore, qui est Saint Laurent. Et moi, je fais de l'upcycling. Moi, ce qui a été le combat de ma vie, ça a été de dire, peu importe si je vais m'en sortir, si je vais devenir une star de la mode ou pas, je crache pas dans la soupe, attention, mais je veux être dans l'intégrité, je veux construire ce qui me semble être le futur. Quand tu es créateur, tu dessines le futur. Et en fait, je me suis mis dans cette collection en me disant, moi, il y a quelqu'un qui m'a toujours touchée, c'était Saint Laurent, mais aussi Mondrian dans sa couleur. J'ai beaucoup utilisé le bleu clin, j'ai beaucoup utilisé ses couleurs primaires, le bleu, le blanc, le rouge et le jaune, qu'on retrouve dans cette fameuse robe Mondrian que Saint Laurent a su si bien incarner. Et moi, je me suis dit, mais moi, je veux rendre hommage à ces deux gars-là, Mondrian et Saint Laurent, qui étaient qui était pour moi une des plus belles personnes qui a existé dans la mode. Et lui, et je me suis dit, moi, dans l'upcycling, vous verrez, il y a des robes qui apparaissent avec des quadrillages rose, vieux rose, beige. Et moi, c'est mon thème Mondrian. C'était ma manière de rendre hommage à ces deux hommes qui m'ont tant inspirée. Et moi, je pense aujourd'hui, alors évidemment, je suis pas du tout Saint Laurent, je suis loin du compte, mais heureusement qu'il a existé. Heureusement qu'il a été là, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu mon essence qui me donne envie d'aller plus loin et de raconter une histoire que j'ai envie de vous faire passer, d'ailleurs. J'espère que vous allez voir Mondrian et Saint Laurent en sortant de là. Sakina, vous êtes une pionnière de la mode durable, on va y revenir dans quelques instants. Clarisse, dans la filière, est-ce qu'on accompagne aussi cette curiosité ? Comment on l'accompagne et comment on aide les jeunes talents à s'ouvrir au monde ? Est-ce qu'il y a des tips, des conseils, parce que même au sein de la filière, on propose des choses. Alors, au sein de la filière, tout d'abord, ce que je vous dis, c'est que tous les créateurs, je vais dire, ont cette curiosité. C'est naturel. C'est quelque chose qui les inspire. Et c'est toujours fabuleux, je vais dire, d'entendre un jeune créateur parler de sa collection. Parce qu'il y a des choses qu'on comprend soudain, qu'on ne comprenait pas avant, forcément. Donc nous, le défi, il y a différentes choses pour aider les créateurs. Il y a des coachings, il y a des process. Le défi est celui qui aide, je veux dire, la jeune scène, en tous les cas basée en France, même si elle est étrangère, mais basée en France, à se développer, à se présenter, à se faire voir, j'allais dire. Et donc, ce qu'on veut faire aussi, on réfléchit avec la Fédération de la haute couture, et on le ferait sans doute ici, c'est de lancer des petits déjeuners transversaux pour ouvrir le monde de la mode, au-delà de ce qu'il est, au-delà de ce qui est classique. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai vu dans les réseaux sociaux Stéphane Hachepoul
de la marque Pigalle, qui avait remporté le prix de l'Andam, qu'on a cofondé avec la culture, avec le ministère de la Culture justement, et dont on est un financeur important. Il explose sa joie, et je le comprends bien, d'avoir été sélectionné pour faire une résidence à la Villa Médicis, et qu'on a financé ministère de la Culture et des Filles. Et donc, pendant 3 mois, j'allais dire, il va être à la Villa Médicis, qui est ce lieu absolument magique à Rome, pour un projet prêt à atteindre. Donc, voilà, on fait des choses comme ça. On réfléchit aussi avec un être absolument extraordinaire qui est Didier Grimbach, qui est l'ancien président de la Fédération de la haute couture. Donc, il y a un livre sur sa vie qui est absolument incroyable, et qui a une maison de campagne pas loin d'ici, à 1 heure de Paris, où il accueille des résidences d'artistes, et il va créer des résidences, de jeunes marques de mode. Et si vous lisez son histoire, il a été un très grand confectionneur. Il a inventé le prêt-à-porter des couturiers qu'il a exporté aux États-Unis. Sa mère était la sœur de Pierre Mendès France. Et puis après, il a cofondé avec Pierre Berger Yves Saint-Laurent, Saint-Laurent Rive Gauche, qui était la ligne prêt-à-porter de Saint-Laurent. Il a dirigé Thierry Mugler. Donc il y a ces êtres absolument extraordinaires. Alors, je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'il y a plein de lieux qui sont gratuits, où vous pouvez aller, vous pouvez écouter des podcasts. C'est pas, il ne s'agit pas de mettre un budget démentiel, mais qui sont vraiment accessibles, vraiment accessibles. Comme venir ici écouter Sakina Hamza, par exemple. Et vous, Clarisse, évidemment. On parle de curiosité culturelle. La curiosité, ça peut être aussi la curiosité du monde, des enjeux du monde. Bien sûr. C'est pour ça qu'on parle de mode durable aussi. Parce que c'est important de se saisir de ces enjeux-là. De toute façon, la mode, j'allais dire, elle incarne, dans un vêtement, le monde, les enjeux du monde. Enfin, c'est quelque chose. Moi, je suis ingénieure à la base, donc au départ, la mode, oui, j'étais une femme, mais voilà. Et le hasard a fait que j'ai découvert ce monde-là, mais j'ai une passion absolue. C'est cette façon d'incarner dans un vêtement, les attentes du monde, de la société, ses rêves, ses peurs, et tout en l'adaptant, à l'individu, c'est quelque chose d'inouï. Enfin, alors c'est très décrié, mais alors là je répète, ceux qui créent les problèmes, c'est les Shine et Temu, c'est pas les créateurs français. Bon, je passe mon petit message. Sakina, vous vous définissez comme pionnière de la mode durable face à la fast fashion. Et l'ultra fast fashion. Est-ce que la curiosité peut être ça aussi? Ça peut être une arme pour inventer d'autres modèles? Mais moi, j'avais envie de rebondir aussi sur ce que tu disais, et je vais vous répondre sur Didier Grimbach. Vous imaginez, moi, je débarque de Marseille, je m'installe en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3. Je ne sais pas ce que c'est que la mode, les codes de la mode, bien que j'ai fait une école de mode, et je décide de défiler, de présenter ce que je fais. Et en fait, j'ai rencontré Didier Grimbach, qui a eu la curiosité et l'élégance, parce que il comprenait pas du. Je pense que personne ne comprenait ce que je faisais. Moi, j'allais récupérer des tissus de romans, je récupérais des vêtements, je faisais des vêtements avec, je faisais défiler des femmes des quartiers, des gros, des maigres, des gens, mais qu'on ne voyait pas. Je faisais des résidences d'artistes dans les prisons, dans les favelas, dans les cités, etc. Personne ne comprenait ce que je faisais, et moi non plus. Moi, c'était quelque chose qui me dépassait. C'était parce que je ne pouvais pas concevoir le monde autrement que comme ça. Et Didier a été le seul qui m'a permis. Enfin, il a été le premier. Moi, j'ai défilé pendant la Fashion Week dans le calendrier In pendant des années, parce que Didier Grimbach m'a soutenu avec le défi, d'ailleurs, parce que c'est grâce au défi quand même, et qui m'a permis, moi, d'aller me battre, de pouvoir ramasser l'argent nécessaire, qui était pas grand-chose par rapport à ce que ça coûtait un défilé de mode, et de pouvoir défiler pendant des années. C'était de l'expérimental. Moi, je dis qu'on a fait de la R&D pendant des années, et parce que moi, j'étais consciente que la mode durable, dont on est en train de parler, c'était pas le moment.
Mais ce qui était très dur pour moi, c'est que souvent, on me demandait le chiffre d'affaires que je faisais. Mais comment faire un chiffre d'affaires? Parce qu'on n'avait pas un marché en face, on n'avait pas une clientèle qui était prête en face. Et du coup, c'est à ce moment-là que moi, je me suis dit, on va changer le monde et on va sensibiliser. Donc, du coup, j'ai monté un atelier d'insertion avec des femmes en difficulté, des jeunes dans les quartiers. Et j'ai commencé à faire des collections pour qu'elles soient les plus cool possibles, mais en me disant on fait de la R&D. Et à un moment donné, ce sera notre moment. Et là, à ce moment-là, on ira voir les banques, on fera des levées, etc., etc. Et c'est ce moment-là dont on va parler. Oui, c'est ce que vous dites aussi. Vous dites on ne peut pas porter des vêtements sans penser à ceux qui les ont fabriqués, sans être bienveillant avec ceux qui les ont fabriqués. Ah, c'est oui. vrai, ça paraît évident. Ah oui, mais bien sûr. Ça, oui. Ça, je veux dire, bon, et c'est pour ça que les Shine et les Temu, c'est vraiment juste l'horreur. Je veux dire, c'est de l'esclavage moderne, très honnêtement. Et en même temps, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. L'autre jour, je suis allée passer une journée chez Jules, donc une enseigne du groupe Mullier qui fait de l'homme. C'est dans le même groupe où il y a Kiabi, etc. Et honnêtement, tout ce qu'ils font pour la mode durable et sociale est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des audits sociaux qui garantissent un certain nombre d'heures, un certain nombre un niveau de salaire. Et ils m'ont raconté une histoire que je trouve juste géniale. Ils ont développé une ligne parfaite qui est prévue pour durer 4 ans et puis qui a aussi, des fibres recyclées, un engagement social. Et le confectionneur... J'ai vu les images du confectionneur au Bangladesh. L'usine est absolument topissime. A décidé avec cette ligne parfaite avec les déchets de coupe, de créer toute une économie circulaire, dans les villages autour. Donc il y a aussi, pour ceux qui veulent faire, c'est pas qu'un vêtement. C'est-à-dire que la force d'impulsion, d'énergie, de nouvelle idée, une nouvelle conception peut être très entraînante et avoir un gros effet de levier. Sakina, dans vos collections, il y a des vêtements il y a du tissu qui est réutilisé, c'est ça? Absolument. En fait, on fait de l'upcycling. En fait, notre défi, parce que c'est un vrai défi, c'est un vrai défi parce que, en fait, on voulait l'upcycling aujourd'hui. On a peur, et à juste titre, de la scalabilité. On a tous vu beaucoup d'entreprises qui faisaient de l'upcycling, qui ont fermé, etc., etc. Et puis surtout, il faut que ce soit désirable. La mode, c'est désirable. La mode, c'est un produit. Et on parlait de culture tout à l'heure. D'ailleurs, la mode, c'est génial. C'est un peu comme le cinéma. C'est un des rares à être dépendant à la fois du ministère de la Culture et de l'industrie. Donc en fait, on a de l'industrie, mais on a aussi de la culture. Donc il faut que ce soit beau, il faut que ça raconte quelque chose. Et du coup, moi, les vêtements qu'on récupérait, on a eu un vrai défi pendant des années, qui était de dire, mais demain, si on a, on en rêve, à Rhodes, Neiman Marcus, qui nous commande tant de pièces, est-ce qu'on est scalable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce qu'on est en train de raconter, c'est pas du one-to-one, une pièce, et puis on raconte une histoire, et puis on recommence la saison prochaine? Non. Mais nous, on n'a rien produit pendant des années. Nous, pendant 10 ans, on nous entendait pas, mais on travaillait. On faisait du test and learn, on est soutenu par l'État. On travaillait donc avec l'État, avec le ministère du Travail, et où on a vraiment essayé d'optimiser pour à la fois gagner du temps et en liant high-tech et low-tech. Il y a par exemple des personnes incroyables qui ont monté des machines à découper, je pense qui ont monté des machines à découper sur le upcycling, qui sont extraordinaires. Et nous, on pense qu'il faut aller de plus en plus vers là. Mais il faut rajouter l'humain, parce que la mode, c'est aussi un métier de main. C'est losange. C'est losange, voilà. Alors losange, oui, je suis super contente. C'est super. Et nous, on pense qu'il faut qu'on lie high-tech et low-tech, parce que c'est un métier de main et de savoir-faire. Nous, par rapport à la collection, ce que je voulais vous expliquer, c'est que on parlait de Shein tout à l'heure. Moi, quand vous connaissez le Rana Plaza, vous avez tous entendu parler du Rana Plaza au Bangladesh, Clarisse en parlait. Moi, quand il y a eu le Rana Plaza, je suis partie là-bas.
grâce à mon partenaire qui était l'Institut français. Je suis partie, mais tout de suite après. Et j'étais une des rares, en tout cas occidentales, à être sur place. Et j'ai fait des workshops pour les femmes. J'ai fait des masterclass pour elles. Et je remercierai jamais assez l'Institut français parce que je les ai appelées. En un coup de fil, j'avais mon billet, l'hôtel, j'ai été nourrie pendant 15 jours. Et moi, j'ai offert un peu de mon temps, et elles m'ont beaucoup donné. Et c'est là où j'ai compris ce que disait Clarisse, c'est qu'il faut arrêter de stigmatiser. En fait, la mode durable, c'est beaucoup plus vaste, et c'est quelque chose de profondément élégant en réalité. C'est beaucoup plus vaste. Pourquoi ? Parce que moi, quand je me retrouve face à ces femmes qui ont vécu l'horreur, qui ont vu des collègues, des amis, tomber, elles m'ont dit, mais Sakina, c'est super ce que vous êtes en train de faire en Occident, mais arrêtez de dire que c'est super mal fait, ce qui se passe, c'est mal fait parce que ça vient du Bangladesh. Non, si vous nous aidez à travailler un peu mieux dans les usines, eh ben en fait, même il y a des usines qui existent et je suis allée les visiter avec elles, mais qui sont hyper réglo, et qu'il faut arrêter d'être dans cette stigmatisation. Ouais. Et quand je suis revenue en France, il faut être élégant. Il faut être fin dans les jugements qu'on porte. Complètement. Il ne faut pas mettre des étiquettes. Tout est mal. Oui, il faut être nuancé. Ouais. En fait, il faut travailler. Parce qu'en fait, je trouve que quand on va trop vite et quand on est dans les extrêmes comme ça, c'est un manque de travail intellectuel. Moi, je suis partie là-bas. C'est un truc dont je parle, mais je l'ai vécu vraiment dans mon ventre, quoi, dans ma chair. J'ai rencontré ces femmes, ces hommes, etc. C'est pas, moi, je fais pas du tout de podcast. Je fais pas de, je sais pas quoi, dans les réseaux. Je ne dis pas à qui, oh là là, c'est dégueulasse, on a fait ça. Moi, je bosse et je me déplace. Donc, du coup, moi, je crois que aujourd'hui, pour parler de l'upcycling, c'est vraiment on récupère des vêtements. On est dans l'économie circulaire et on peut tout transformer, mais on peut tout transformer avec les autres, avec Jules. Je parlais de Jules. Ah oui, c'est incroyable. Et on est une chaîne de valeur. Et moi, mon rêve aujourd'hui, nous, on a démarré un roadshow pour faire de la levée de fonds. Mon rêve aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans cette entreprise de demain, de mode, mais qui va créer des vrais ensembles, en fait. On est une chaîne de valeur. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Et ce sera le mot de la fin, pardon Clarisse. Merci beaucoup Sakina, hyper intéressant. Et pour boucler, effectivement, aller aussi dans les usines au Bangladesh, c'est ça aussi la curiosité d'ailleurs. Bravo à vous, merci beaucoup, vous êtes formidables.